Bienvenue à tous dans ce numéro hors série. Le stress, la plupart d'entre vous le connaissent et le subissent à plus ou moins grande échelle. Dans certaines circonstances, c'est un phénomène utile, très positif. Il peut même vous sauver la vie. Mais dans la majorité des cas, c'est surtout la source de problèmes de santé qui peuvent devenir graves. Pour mieux comprendre tous ces mécanismes, des chercheurs ont étudié de près des groupes de singes et parallèlement des humains soumis à des doses variables de stress. Vous allez le constater, de ce point de vue, nos cousins primates et nous ne sommes pas si différents que ça. Oh non mais quel idiot! Cet emprunt, tout cet argent qui s'en va! J'ai senti une boule. Je suis sûr que c'est un cancer. Où est-elle? Que fait-elle? Elle n'appelle jamais. Elle ne me donne jamais de nouvelles. Le stress, un véritable enfer qui ronge notre esprit, perturbe notre sommeil et bouleverse notre équilibre. Il n'en a pourtant pas toujours été ainsi. Depuis une trentaine d'années, Robert Sapolsky, neurobiologiste à l'université de Stanford en Californie, étudie le stress. Il analyse ses répercussions sur notre organisme et le lien entre le statut social et le degré d'exposition à ce mal. La plupart du temps, Robert Sapolsky enseigne et fait de la recherche dans le domaine exigeant des sciences du cerveau. Mais ce n'est là qu'une partie de sa vie. Tous les ans, ou presque, pendant quelques semaines, le chercheur transporte son laboratoire à 14 000 km de là, dans les plaines du Masai Mara, au Kenya. C'est sur une intuition qu'il est allé pour la première fois en Afrique de l'Est il y a plus de 30 ans. L'intuition qu'il pouvait en apprendre davantage sur l'homme, le stress et la maladie en étudiant les animaux. Des animaux bien précis. Si vous vivez ici et que vous êtes un babouin, il ne vous faut que 3 heures par jour pour vous procurer votre compte de calories. Ça vous laisse donc 9 heures de temps libre par jour pour rendre la vie de vos voisins infernale. Ils ne sont pas stressés parce que les lions les pourchassent. Ils sont stressés les uns par les autres, par des tensions socio-psychologiques qu'ils ont eux-mêmes inventées, ce qui fait d'eux le modèle idéal pour les maladies occidentales liées au stress. Pour déterminer les effets du stress sur leur organisme, Sapolsky décide d'examiner ces babouins de l'intérieur, au niveau cellulaire. Le moment est décisif, car c'est une première. Pour cela, il doit prélever leur sang sans créer d'angoisse supplémentaire. Le but est d'anesthésier le babouin par surprise pour lui éviter tout stress d'anticipation. Pas question de monter dans la Jeep et de le courser pendant 3 heures, jusqu'à ce qu'il soit épuisé et que je puisse lui envoyer l'anesthésique. Le gros avantage de la sarbacane, c'est que c'est silencieux et qu'il n'y a pas tout un tas d'éléments mobiles autour. Mais l'inconvénient, c'est que la portée n'est pas très grande. Touché. L'heure. Ça y est, il titube. Oups, au dodo. Dans chaque échantillon de sang, Robert mesure le taux d'hormones liées au stress. Dans le corps, vous avez 2 hormones déterminantes dans la réponse au stress. La première est l'adrénaline et l'autre est moins connue. Il s'agit des glucocorticoïdes, sécrétés par la glande surrénale, comme l'adrénaline. Ce sont les 2 piliers de la réponse au stress. Cette réponse au stress et ces 2 hormones sont cruciales pour la survie. Quand on cherche à sauver sa vie, les fonctions essentielles prennent le dessus. Les poumons s'emballent pour envoyer d'énormes quantités d'oxygène dans le sang. Le cœur s'accélère pour transporter cet oxygène à travers le corps et permettre aux muscles de réagir instantanément.
Votre tension artérielle doit augmenter pour fournir cette énergie. Oubliez tout le reste. Croissance, reproduction. C'est pas le moment d'ovuler si votre vie est en jeu. Vous ferez ça après, s'il y a un après. Une fois que le zèbre a réussi à s'échapper, sa réaction au stress s'arrête. L'homme, lui, est incapable de trouver le bouton d'arrêt. Incapable de rester zen dans les embouteillages de la vie quotidienne, nous macérons dans un bain d'hormones corrosives. Malgré l'absence de danger mortel, notre respiration s'accélère, notre cœur bat à toute vitesse, nos muscles se contractent. Au bout d'un moment, la réponse au stress est plus dommageable que le facteur déclencheur, qui peut être une broutille. Le stress est une manière pour le corps de faire face à un défi, qu'il soit potentiellement mortel, insignifiant ou juste ludique. Un bon niveau de stress est stimulant. Le but n'est pas d'éliminer le stress, mais d'avoir le bon type de stress. Parce que celui-là, on l'adore. On se jette dessus. On est prêt à payer cher. C'est plutôt un stress modéré et temporaire. On ne passerait pas 3 semaines entières dans un grand 8. Et surtout, c'est un stress où on accepte de perdre un peu le contrôle, puisqu'on est dans un cadre où on se sent globalement en sécurité. Mais dans la vie réelle, pour les primates que nous sommes comme pour les babouins de Robert Sapolsky, la perte de contrôle n'est pas un choix. Vous avez un grand mâle qui perd une bagarre et pourchasse un jeune adulte, qui mord une femelle, qui gifle un jeune, qui fait tomber un bébé d'un arbre. Tout ça en 15 secondes. Un élément majeur du stress est le manque de contrôle et de prévisibilité. Vous êtes là, tranquille, en train de regarder un zèbre, c'est un autre qui est de mauvaise humeur, et pourtant c'est sur votre pomme que ça retombe. C'est psychologiquement stressant pour ceux qui sont en bas de la hiérarchie. L'une des premières découvertes du chercheur a été l'existence d'un lien entre le stress et la position hiérarchique des babouins. Certaines troupes de babouins comptent plus de 100 individus. Comme nous, ces singes ont développé de gros cerveaux pour gérer les complexités d'une société étendue. La survie repose sur une sorte d'art babouin de la politique, où les mâles les plus rusés et les plus agressifs arrivent au sommet et bénéficient de tous les avantages. Femelles à gogo, nourriture à profusion et un cortège inépuisable de toiletteurs. Chaque mâle sait quelle est sa place dans la société, qui peut le torturer, qui il peut torturer, et qui sa victime peut à son tour torturer. Ça paraît affreux de dire ça après 30 ans, mais je n'ai pas tant d'affection que ça pour les babouins. Il y en a eu certains que j'ai beaucoup aimés, mais dans l'ensemble, ce sont des sales types. Ils cachent leur jeu, ils sont sadiques, ils sont ignobles les uns avec les autres, et donc parfaits pour mes recherches. Je ne suis pas là pour communier avec eux, mais pour les étudier. En 1987, à l'âge de 30 ans, Sapolsky s'est vu décerner pour ses recherches le prix du génie de la Fondation MacArthur. Ses premiers travaux portaient sur la mesure des hormones du stress dans les prélèvements sanguins. Ils ont conduit à 2 découvertes remarquables. D'abord, la position sociale d'un babouin détermine son taux d'hormones du stress. Ainsi, chez un mâle dominant, ce taux est généralement bas. Il est bien plus important chez un mâle dominé. La seconde découverte est encore plus révélatrice. Chez les babouins de Sapolsky, les subalternes ont un rythme cardiaque et une tension artérielle plus élevée. C'est la première fois qu'on établissait un lien entre le stress et l'état de santé des primates à l'état sauvage.
En gros, si vous êtes un babouin stressé et en mauvaise santé, vous avez un système immunitaire affaibli, un système reproducteur plus susceptible de se détraquer, et la chimie de votre cerveau présente des similitudes avec celle d'un humain dépressif. Cela pourrait-il s'appliquer à un autre type de primate? Pendant que Robert Sapolsky étudie les babouins, le professeur Michael Mermott dirige en Grande-Bretagne une vaste étendue sur l'état de santé de plus de 28 000 personnes. L'étude est baptisée Whitehall, du nom de la citadelle de la fonction publique britannique, où chaque poste s'inscrit au sein d'une hiérarchie très précise. Le laboratoire idéal pour déterminer s'il peut y avoir chez l'homme un lien entre le statut social et le stress. Kevin Brooks est juriste dans la fonction publique. Son échelon niveau 7 signifie qu'il a peu de responsabilités au sein de son service. Il mène une vie de subalterne. Je subis un stress chronique dans cette organisation parce que je ne suis pas à la bonne place. Sarah Woodall est également fonctionnaire. Mais contrairement à Kevin, elle occupe un poste important. J'ai environ 160 personnes sous mes ordres, directement ou indirectement. J'aime travailler avec beaucoup de gens. J'adore mon métier. Ces appréciations très différentes mettent en lumière l'une des découvertes les plus étonnantes de l'étude Whitehall. D'abord, elle a montré que plus vous êtes bas dans la hiérarchie, plus le risque de maladie, surtout cardiaque, est grand. Ce sont pourtant des personnes qui ont un travail stable, sans exposition à des matières dangereuses. Mais leur place dans la hiérarchie détermine le risque de maladie et l'espérance de vie. Cette étude est un peu notre pierre de Rosette, car il s'agit de fonctionnaires britanniques qui bénéficient tous des mêmes soins médicaux et de la même couverture maladie. Pareil pour les babouins. Ils mangent tous la même chose et ont la même activité. Vous ne pouvez pas dire que si vous êtes un babouin inférieur, vous fumez et vous buvez trop, et que si vous êtes un petit fonctionnaire, vous n'allez pas chez le médecin et vous n'avez pas accès au vaccin. Nos deux études excluent ce genre d'argument et donnent des résultats quasiment identiques. Chez les deux types de primates, certains vivent des histoires difficiles aux conséquences potentiellement mortelles. Pour chaque subordonné comme Kevin, menant une vie d'incertitude, il y a un mâle alpha qui se pavane et savoure son pouvoir sur les autres. Tu l'as eu. 12h46. Vous voyez la fléchette? Oui, moi je la vois. À votre avis, lequel est le plus haut placé? Le nôtre. Oui. Cette année, Robert est venu en Afrique avec sa famille. Sa femme, la neuropsychologue Lisa Sapolsky, a également fait des recherches approfondies sur les babouins. Et pour la première fois, ils ont emmené leurs enfants, Benjamin et Rachel. Ce n'est pas vraiment journée porte ouverte au travail de papa, mais c'est un élément central de ma vie et de celle de ma femme. Et si nos enfants veulent savoir qui nous sommes et ce que nous faisons, c'est fondamental. Comme lors des saisons précédentes, Robert mesure comment les babouins, à différents niveaux de la hiérarchie, réagissent au stress et s'en remettent. Bon, maintenant, on va lui injecter des doses croissantes d'adrénaline. La réaction du babouin est immédiatement observable dans son sang, et ce sont des informations cruciales qu'on peut congeler et garder pour l'éternité. C'est comme un réservoir de connaissances.
J'ai 30 ans de prélèvement sanguin congelé. On ne sait jamais quand on va découvrir une nouvelle hormone ou autre chose. Et à ce moment-là, on pourra ressortir des échantillons de l'époque où Carter était président. Étudier le stress sur le long terme est une idée récente. Quand Robert était jeune, on pensait que ce phénomène n'était la cause que d'un seul fléau. Those stomach pains that you talk about, the gnawing, the burning, those are obvious symptoms of gastric ulcer. Il y a 30 ans, à quoi pensait-on quand on parlait de stress? Aux ulcères. Stress égale ulcère. What I want you to do is to work on your attitude. My attitude? That's right. Ulcers breed on the wrong kind of feelings. You've got to be honest with yourself about the way you feel about things. Finding a new doctor sounds like a better answer to me. Le lien entre le stress et les ulcères est resté une certitude jusqu'au début des années 80. Jusqu'à ce que les chercheurs australiens établissent que la principale cause des ulcères était une bactérie. Ça a été une révolution. Rien à voir avec le stress, c'est une bactérie. Je parierais que la moitié des gastro-entérologues de la planète sont sortis faire la fête ce soir-là. Plus jamais ils n'auraient à demander à leurs patients, les yeux dans les yeux, « Alors, dites-moi, vous êtes stressé? Rien à voir avec le stress, ça vient d'une bactérie. » Le traitement ne passait donc plus par la gestion du stress, un simple comprimé suffisait. C'était une avancée décisive. Le stress n'était pas la cause des ulcères. Affaire classée. Mais quelques années plus tard, les chercheurs ont fait une nouvelle découverte. Cette bactérie responsable des ulcères n'avait rien d'exceptionnel. En fait, près des 2/3 de la population mondiale en étaient porteurs, mais seule une minorité développait un ulcère. Comment l'expliquer ? Les recherches montrent qu'en situation de stress, le corps désactive tous les systèmes non essentiels, y compris le système immunitaire. Et la mise en veille du système immunitaire permet aux bactéries présentes dans l'estomac de s'en donner à cœur joie. Si le stress affaiblit le système immunitaire, de quels autres ravages est-il capable ? Une partie de la réponse nous est donnée par des macaques en captivité près de Winston-Salem, en Caroline du Nord. Les gens voient le stress comme quelque chose qui les empêche de dormir ou les fait crier sur leurs enfants. Mais si vous me demandez ce que c'est, je vous répondrai « cette grosse plaque sur cette artère, c'est ça le stress ». Depuis 20 ans, le professeur Carol Shively étudie les artères des macaques. Comme les babouins et les fonctionnaires britanniques, ces primates s'organisent selon des groupes clairement hiérarchisés et se soumettent mutuellement à un stress social. Les hormones du stress peuvent déclencher une très forte réaction cardiovasculaire, emballement du cœur et augmentation de la tension. Si le stress est fonction du rang social, le système cardiovasculaire du chef macaque est-il différent de celui d'un subalterne ? En examinant les artères d'un singe dominant avec peu d'antécédents de stress, Carol Shively a constaté qu'elles étaient saines. Mais les artères d'un singe subalterne présentaient un aspect beaucoup moins réjouissant. L'artère d'un subalterne est bien plus touchée par l'athérosclérose que l'artère d'un dominant. Le stress et la sécrétion d'hormones qui en résultent favorisent la formation de plaques. Ce n'est pas un concept abstrait, un problème qu'on peut remettre au lendemain. Il faut s'en soucier dès aujourd'hui, parce que ça nuit au fonctionnement de votre corps. Le stress que vous subissez aujourd'hui a des conséquences sur votre santé dans les années à venir. Le stress social et psychologique, que ce soit chez l'homme, le babouin ou le macaque, peut boucher les artères, entraver la circulation du sang et mettre le cœur en danger. Et les effets pervers ne s'arrêtent pas là. Les premières recherches de Robert Sapolsky ont montré que le stress exerce une influence encore plus inquiétante.
Le stress et l'exposition chronique aux glucocorticoïdes pouvaient avoir un effet aussi bête et méchant que de tuer certains de vos neurones. Au début des années 80, alors qu'il est en doctorat à l'université Rockefeller, Sapolsky collabore avec son mentor, le professeur Bruce McEwen, pour suivre le stress à la trace dans le cerveau. Les deux hommes soumettent des rats à un stress chronique, puis examinent leurs neurones. Ils font alors une découverte stupéfiante. Les neurones d'un rat normal possèdent de nombreuses ramifications, tandis que ceux d'un rat stressé sont beaucoup plus petits. Le plus intéressant, c'était la région du cerveau où ça se passait, l'hippocampe. Le b.a.-ba de la biologie depuis 5000 ans, c'est que l'hippocampe est le centre de l'apprentissage et de la mémoire. Chez ces rats, le stress a atrophié la zone du cerveau liée à la mémoire. Le stress affecte la mémoire de deux manières. Le stress chronique peut modifier les circuits cérébraux et faire perdre la capacité à se souvenir de certaines choses. Un stress aigu peut avoir un autre effet. On dit souvent que le stress rend idiot, c'est-à-dire qu'il vous fait oublier pendant un court moment des choses que vous connaissez pourtant par cœur. Non content de nous miner la santé, le stress peut nous rendre tristes et malheureux. Carol Shively a entrepris de comprendre pourquoi. Elle a commencé non pas par la tristesse, mais par le plaisir. Pour elle, il devait exister un lien entre le stress, le plaisir et la position de chacun sur l'échelle sociale. Comme le stress, le plaisir est lié à la chimie du cerveau. Quand un neurotransmetteur appelé dopamine est libéré dans le cerveau, il se fixe à des récepteurs et produit une sensation de plaisir. Shively s'est servi d'un scanner très sophistiqué pour examiner le cerveau d'un primate non stressé, notre chef primate. On voit que le cerveau est très lumineux, car il y a beaucoup de dopamine dans cette zone impliquée dans la sensation de récompense et de plaisir. Elle a ensuite examiné le cerveau d'un subalterne. On a découvert que les cerveaux des singes subalternes sont très peu lumineux, parce qu'il y a bien moins de dopamine qui se fixe au récepteur. Pourquoi? Que se passe-t-il dans cette zone? Quand vous avez moins de dopamine, tout ce qui devrait normalement vous procurer du plaisir est moins agréable. Le soleil brille moins, l'herbe est moins verte, les aliments ont moins de goût. Ça vient du fonctionnement de votre cerveau. Et s'il fonctionne comme ça, c'est parce que vous vous sentez socialement inférieur. Il y a le fait d'être socialement inférieur, la réalité. Et il y a un facteur encore plus important qui n'est pas d'être inférieur aux pauvres, mais de se sentir inférieur aux pauvres. Et la meilleure façon pour la société de vous donner ce sentiment, c'est de vous agiter constamment sous le nez ce que vous n'avez pas. Il suffit de traverser la ville de Richmond en Californie pour constater les disparités sociales. Voici le trajet qu'effectue quotidiennement le cardiologue Jeffrey Ritterman. On peut en apprendre beaucoup sur le stress et la santé en allant voir différents quartiers. Dans ce quartier, l'espérance de vie est élevée. La plupart des habitants sont en bonne santé. Mais à mesure qu'on approche de la colline, le cadre commence à devenir un peu moins privilégié. Progressivement, la position sociale des habitants baisse. Et parallèlement à ça, leur état de santé se dégrade. Ces gens n'ont pas la même espérance de vie que dans les quartiers bourgeois où on était tout à l'heure. Les gens sont sur leur garde, en alerte. Ils mènent une vie plus stressante. Ils ont un taux élevé d'hormones du stress. Et avec le temps, ça finit par laisser des traces. L'un des patients du Dr Ritterman est Emmanuel Johnson, 65 ans. Son métier, éducateur dans l'un des quartiers les plus dangereux d'Amérique. L'année dernière, il y a eu 47 homicides. Et depuis 4 jours, on a eu 11 fusillades, dont 3 mortelles.
Pour Emmanuel Johnson, l'exposition chronique au stress a un prix. Il y a 5 ans, j'ai fait une crise cardiaque. Et en plus, je suis diabétique. Je dois faire tout le temps attention. Je fais ce métier depuis 20 ans et c'est stressant. Le cholestérol, la tension, le diabète sont apparus au fil du temps. Et le stress était là bien avant tout ça. Son corps pourrait révéler une autre facette du stress. L'étude Whitehall en Angleterre a montré une relation étonnante entre le stress, la position sociale et la façon dont on grossit. L'accumulation de la graisse autour de la taille est en rapport avec la position dans la hiérarchie, qui est à son tour liée au stress chronique. On s'est demandé si c'était pareil pour les singes, parce qu'eux aussi ont une organisation hiérarchique. Et il s'est avéré que oui. Les subalternes ont plus de chances d'avoir de la graisse dans l'abdomen que les dominants. L'observation la plus étonnante que j'ai faite dans mon labo est que le stress peut effectivement changer la manière dont on grossit. Pour moi, c'était stupéfiant de voir qu'il pouvait modifier la distribution de la graisse. Robert Sapolsky, Carol Shively et d'autres chercheurs sont convaincus que le stress joue un rôle crucial dans la propagation exponentielle de l'obésité. Pire encore, la graisse due au stress serait dangereuse. Tout ce qui est bénéfique à la réduction du stress doit être mis en valeur. Le problème de notre société, c'est qu'on n'insiste pas sur la réduction du stress. Au contraire, on est en admiration devant quelqu'un qui peut faire pas seulement 2, mais 5 choses à la fois. On s'extasie. Il fait comment? Mais c'est un mode de vie très stressant. Nous devons modifier nos valeurs et donner en exemple les gens qui comprennent l'importance d'une vie équilibrée et sereine. Robert Sapolsky poursuit ses recherches en famille et traque maintenant les effets du stress dans les gènes, le patrimoine génétique de ces babouins. Ce qui a fait progresser la science, c'est la découverte des structures génétiques appelées télomères, qui empêchent les extrémités des chromosomes de s'effilocher. Quand on vieillit, les télomères raccourcissent. Ce qui est intéressant, c'est que le stress, par l'intermédiaire des hormones, accélère le raccourcissement des télomères. À âge égal, si vous êtes un subalterne qui baigne dans les hormones du stress, vous avez des télomères plus courts. Comment cette découverte extraordinaire s'applique-t-elle à l'homme? San Rafael, Californie. Une fois par semaine, Janet Lawson se rend à un rendez-vous très important. Elle retrouve d'autres mères qui partagent une situation, source de stress permanent. Elle perd l'équilibre, c'est angoissant. Alors hier soir, on lui a acheté un nouveau casque. À mesure qu'elle grandit et qu'elle veut plus d'indépendance, ça se complique. Toutes ces femmes ont un enfant handicapé. Mon fils n'a que 8 ans, c'est difficile à gérer. Je sors rarement, je ne peux pas me le permettre. J'ai une amie qui m'a dit récemment, tu devrais envisager de mettre Lexi dans un centre. Cette simple idée m'a vraiment affectée. Et, excusez-moi, comment on peut dire une chose pareille? C'est une gentille petite fille. Même si elle ne peut pas vraiment communiquer, elle aime... La vie. Oui. Ces femmes remarquables ont attiré l'attention de la biologiste Elizabeth Blackburn. Elizabeth Blackburn est une spécialiste de l'étude des télomères. Nous avons 46 chromosomes qui sont couverts à chaque extrémité par un télomère. Personne ne savait si chez l'homme, les télomères et leur détérioration au fil du temps étaient influencés par le stress chronique. Nous avons donc décidé d'étudier ce groupe de mères chroniquement stressées pour voir dans quel état étaient leurs télomères.
Nous avons constaté que la longueur des télomères est directement liée au niveau de stress et au nombre d'années pendant lesquelles on y est soumis. Ces mères ont aussi été étudiées par une collègue d'Elizabeth Blackburn, la psychologue Elissa Apple. Elles mènent souvent plusieurs tâches de front, comme le travail et l'éducation des enfants. Et souvent, elles n'ont pas le temps de s'occuper d'elles-mêmes. Ajoutez à ça la charge supplémentaire que représente un enfant handicapé, ça peut devenir écrasant et mettre à rude épreuve toutes leurs ressources intérieures. Et ces femmes qui sont stressées meurent généralement plus tôt. Elles présentent des télomères plus courts et une activité réduite de la télomérase. En gros, pour chaque année passée à vous occuper d'un enfant chroniquement malade, vous vieillissez de 6 ans. C'est bien réel. Il s'agit d'un réel vieillissement médical dont on peut établir qu'il est provoqué par un stress chronique. Il existe cependant une lueur d'espoir. Elizabeth Blackburn a participé à la découverte de la télomérase, une enzyme capable de réparer les dégâts du stress. Les premières indications suggèrent qu'une réunion comme celle-ci pourrait être bénéfique pour la santé, car elle stimule les effets réparateurs de la télomérase. Et rire. Oui. Sans rire, on ne pourrait pas tenir. Je me rends compte que l'humour est important. On a un certain humour noir par rapport à nos enfants, qu'on est les seuls à pouvoir apprécier et à comprendre. Et on est même les seuls à avoir le droit d'en rire. L'une des questions est de savoir quels sont les ingrédients qui réduisent le stress et favorisent la longévité. La compassion, le fait de se soucier des autres, pourrait compter parmi les facteurs les plus importants susceptibles de favoriser la longévité, d'accroître l'activité de la télomérase et de faire que nos cellules se régénèrent. Ainsi, la sociabilité et l'entraide pourraient nous aider à réparer nos cellules et peut-être même à vivre plus longtemps et en meilleure santé. Robert Sapolsky en a déjà fait la douloureuse expérience il y a 20 ans. La première troupe de babouins qu'il avait étudiée, celle dont il se sentait le plus proche et sur laquelle il avait publié ses recherches, a été victime d'une catastrophe, ce qui a eu des répercussions profondes sur l'avancée de ses recherches. La troupe de Kikorok est celle avec laquelle j'ai commencé il y a 30 ans. C'était une troupe de babouins typiques, avec des mâles agressifs, une société très stratifiée et des femelles qui se faisaient harceler. Un groupe, tout ce qu'il y a de plus banal. Et puis, il y a maintenant près de 20 ans, il est arrivé quelque chose d'horrible, mais de scientifiquement passionnant. Les singes de la troupe de Kikorok ont eu un jour l'idée d'aller piocher leur nourriture dans les poubelles d'un campement pour touristes. Dans les déchets se trouvait de la viande infectée par le bacille de la tuberculose. Résultat, près de la moitié des mâles de la troupe sont morts. Bien sûr, ça m'a beaucoup déprimé. J'étais furieux. À 30 ans, vous pouvez être très attaché à une bande de babouins. Et ça m'a bouleversé. Pour Robert, ce sont 10 ans de recherche qui semblent perdus. Mais il remarque alors que ceux qui sont morts sont les mâles. Ils avaient mangé la viande infectée sans en laisser aux autres. Ce n'était pas aléatoire. Les mâles les plus agressifs, qui n'étaient pas très sociables, ne passaient pas beaucoup de temps à se toiletter et à traîner avec les autres. Voilà les mâles qui sont morts. Tous les mâles alpha ont alors disparu et la troupe s'en est trouvée transformée. Il restait 2 fois plus de femelles que de mâles. Et les mâles en question étaient, pour employer notre jargon scientifique, c'étaient des gentils. Ce n'étaient pas des brutes épaisses. Ils étaient doux avec les femelles, très sociables. Ça a complètement changé l'ambiance. Quand les babouins mâles deviennent adolescents, ils quittent généralement leur troupe d'origine et finissent par en trouver une nouvelle. Et quand des adolescents rejoignaient la troupe, ils arrivaient en roulant des mécaniques, comme tous les adolescents de la Terre.
Et il leur fallait 6 mois pour apprendre que dans cette troupe, on ne se comportait pas comme ça. On n'était pas agressif, on passait du temps à se toiletter, les mâles étaient doux les uns envers les autres, on ne passait pas ses nerfs sur les femelles. Il fallait aux nouveaux venus environ 6 mois pour assimiler ce comportement. Cette troupe se caractérisait par un niveau d'agressivité très bas et une sociabilité élevée. Et c'est toujours le cas 20 ans plus tard. Cet épisode malheureux a donc enseigné à Robert une leçon fondamentale. Pas seulement sur les cellules, mais sur l'impact que peut avoir l'absence de stress sur la société. Est-ce que ces babouins ont des problèmes d'hypertension? Non. Est-ce qu'ils ont des problèmes d'anxiété et un taux élevé d'hormones du stress? Non. L'important n'est pas votre rang, mais ce qu'il signifie dans votre société. Il en va de même pour les humains, avec une petite différence. Nous appartenons à des hiérarchies multiples. Vous pouvez avoir le pire boulot de votre entreprise, aucune autonomie, aucun contrôle, mais aussi être le capitaine de votre équipe de football. Et vous avez des moyens psychologiques pour décider que la vie ne se limite pas à votre travail, mais que la vie, c'est être à la tête de votre équipe de football, avec des gens qui vous respectent, et que vous êtes donc au sommet de la hiérarchie qui compte pour vous. Et voilà. J'étudie le stress depuis 30 ans et je me permets de dire aux gens comment ils devraient vivre. Donc je devrais avoir assimilé tout cela. Mais en réalité, je suis incroyablement stressé et je gère très mal les choses. Sinon, pourquoi est-ce que j'étudierais ça 80 heures par semaine ? Plus personne ne me croira si je claque d'une crise cardiaque à 50 ans. Je gère très mal le stress. Ce qui me sauve, c'est que j'adore mon métier. Mais il est évident que l'université est très différente de la savane africaine. Ici, on peut faire des recherches plus intéressantes sur certains plans, on peut prendre des douches chaudes quand on veut. C'est un monde plus varié. Mais il y a beaucoup de choses du terrain qui me manquent. C'est un endroit magnifique où vous savourez chaque repas et où vous êtes 10 fois plus conscient de chaque sensation. On ne peut pas venir ici chaque année sans acquérir un métabolisme et un tempérament très différents. Je suis plus extraverti, je suis plus heureux. C'est difficile de ne pas être heureux ici. L'un des antidotes au stress pourrait donc être de trouver un tel endroit. Mais qu'en est-il de tout le temps que nous passons au travail ? Pour moi, ce que nous avons tiré de l'étude Whitehall et de l'étude des primates, c'est que les conditions de vie et de travail sont primordiales pour leur santé. Sarah Woodall, notre haut fonctionnaire, a un pouvoir de contrôle sur sa vie. Je contrôle ma charge de travail pour être sûre de rester productive à long terme. Nous avons constaté qu'en général, quand les gens nous disent que les choses ont empiré et que leur niveau de stress au travail a augmenté, le taux de maladie augmente. Quand ils nous disent qu'ils ont plus de contrôle sur ce qu'ils font, qu'on les traite de manière plus juste et plus équitable, et donc que la situation s'améliore, le taux de maladie baisse. J'ai beaucoup de chance. Je n'ai jamais eu de problème de santé. Tout le monde n'a pas cette chance. Y a-t-il une prescription à suivre pour la grande majorité d'entre nous, pauvres mortels qui ne sommes pas au sommet ? Faites davantage participer les gens, donnez-leur un plus grand pouvoir de décision, récompensez-les plus pour leurs efforts, et vous obtiendrez un lieu de travail non seulement plus sain, mais plus productif.
Qui aurait imaginé que les babouins de Robert Sapolsky nous montreraient la voie vers un monde de sérénité? Cela paraîtra peut-être un peu bizarre, mais je pense que nous essayons de créer une société meilleure. Les études sur les babouins, comme sur les fonctionnaires britanniques, montrent comment on peut créer une société qui permet à chacun de s'épanouir. Et c'est vers ça qu'on tend, vers la création d'une société meilleure qui favorise l'épanouissement de l'homme. Que nous apprennent les babouins? Ne mordez pas les autres sous prétexte que vous avez passé une mauvaise journée. Ne vous vengez pas sur eux. Les relations sociales ont beaucoup d'importance. Tout ça, bien sûr, venant d'un homme qui vit dans un monde où l'ambition et l'esprit de compétition dominent. Mais ces choses sont très importantes. Et l'une des plus grandes formes de sociabilité est de donner plutôt que de recevoir. Tout ça rend le monde meilleur. Les babouins nous apprennent aussi que si eux sont capables en une génération de transformer un système social qui paraissait immuable, nous ne pouvons pas rester les bras croisés en invoquant que les relations humaines ne peuvent pas changer. Les recherches de Robert Sapolsky soulèvent une question fondamentale. Allons-nous nous laisser dicter notre conduite par des babouins? La troupe de Kikorok n'a pas seulement survécu sans stress, elle a prospéré. Saurions-nous faire de même? Très bonne question à mettre en œuvre directement. Je vous retrouve très bientôt. D'ici là, quoi que vous fassiez, soyez heureux. Au revoir.